Bonjour à tous, je pense qu'on va pouvoir commencer. Je m'appelle Martin et je suis donc le responsable de ce meet-up sur D3JS. On organise aussi un meet-up, on pourra en parler peut-être après ce meet-up, mais un meet-up D3JS avec tous les développeurs JavaScript qui sont intéressés par ce framework-là. Donc si ça vous intéresse, on pourra en parler un petit peu après ce meet-up. Donc l'idée d'aujourd'hui, ça sera une formation en fait assez simple, donc une introduction à D3. Donc ce qui peut être intéressant, c'est qui est développeur JavaScript dans cette salle. Cool, ok. Alors si vous n'êtes pas développeur JavaScript, qui est graphiste? Qui est... Ok. Que font les autres? Est-ce que vous êtes dans le journalisme? Journaliste, quelqu'un? Ok. Ok. Interesting. Et sinon les autres curieux de D3? Ouais, ok, cool. Alors, il y a quelques prérequis en fait sur ce cours. L'idée c'est qu'on va faire une petite présentation rapide de ce programme. Il y a d'abord surtout en fait un GitHub, un repo que vous pouvez cloner. Est-ce que tout le monde sait cloner un repo GitHub? Non, d'accord. Alors en fait, il y a une URL qui normalement vous a été envoyée. Est-ce que tout le monde a cette URL? Il suffit en fait de télécharger un programme zip, un petit fichier zip qui est là, si vous n'avez pas l'application GitHub, qui va en fait recouvrir en fait plein de petites choses qu'on va parcourir au sein de ce meetup. Donc il faut que vous allez sur cette URL-là, github.com/martinil4/d3wagon, et que vous cliquiez sur Download Zip, qui est juste en bas à droite. C'est important parce que là-dedans, en fait, vous allez retrouver les slides, vous allez retrouver l'ensemble des différentes choses qui sont importantes pour ce meetup-là. Je pense que vous n'avez pas ça, vous n'avez pas Python non plus installé, donc c'est pas très grave. Il vous faut ça et un éditeur de texte. Est-ce que vous avez tous Sublime Text ou un Notepad installé sur votre machine? C'est bon? Super, on va avancer. Alors vous allez l'ouvrir, donc vous le désarchivez, vous l'ouvrez, et dedans en fait vous allez retrouver exactement ce qu'il y a là-dedans. C'est-à-dire un petit PDF dans lequel en fait, vous allez avoir les slides, vous allez pouvoir suivre ce que je dis là, et puis en fait un dossier par concept qu'on va aborder au sein de ce meetup. On n'aura pas le temps de tout faire, parce qu'en fait normalement c'est un truc qui se fait en 4 heures, et là on n'a que 2 heures. Mais l'idée c'est qu'on parcourt différentes de ces parties-là. Ok, donc rapidement, donc l'idée c'est qu'on va introduire en fait rapidement D3, ce que c'est, pourquoi est-ce que c'est important, et qu'est-ce qui fait que maintenant c'est un framework JavaScript qui est super à la mode et qui est intéressant en ce moment. On va passer un peu de temps sur les concepts. En fait, vous allez voir que c'est un framework qui est extrêmement puissant si on comprend en fait les concepts et ce qu'il y a un peu derrière. Je vais vous donner ensuite des tips. Et je pense qu'on n'aura pas le temps, mais normalement dans la session de 4 heures, il y a un truc où on couvre un peu, on fait un wrap-up de tout ça dans une session qui s'appelle All Together Node, dans laquelle on crée en fait ensemble une visualisation de données. L'idée d'aujourd'hui, c'est je pense qu'on va passer plus de temps sur les concepts et les tips. Sur différents trucs qui sont un peu clés. Rapidement, peut-être sur la visualisation de données, qui connaît ce graphe de Dr. Jon Snow? Est-ce que vous connaissez cette histoire? Ouais. Bon, c'est une histoire assez marrante de Londres dans les années 1800-1850. Il y a un docteur qui s'appelle Dr. Jon Snow qui a mappé en fait il s'avère qu'il y avait une épidémie de choléra en fait à Londres dans les années 1850 et que ce bonhomme en fait a mappé deux choses: les morts de l'épidémie de choléra, qui sont ici représentés par les petits points, et par les croix, les points d'eau. Et en fait, en faisant ça, il a prouvé qu'il y avait une pompe à eau qui était à Broad Street, qui était responsable de l'épidémie de choléra. Et donc, par ce biais-là, il a réussi un peu à endiguer l'épidémie. Et donc, c'est une histoire en fait, qu'on raconte souvent parce que c'est un super exemple de manière dont on peut distinguer des patterns et dont on peut rapidement trouver des choses au sein des données qui, autrement, si c'était sous forme tabulaire, sous forme Excel, vous n'auriez jamais vu que la pompe de Broad Street était celle qui était responsable de l'épidémie. Donc D3, c'est un framework, on va en parler, donc JavaScript, qui a été créé par quelqu'un qui s'appelle Mike Bostock, on va y revenir un peu après. D3, ça veut dire Data Driven Documents. Donc c'est des documents qui sont des documents dans le web, qui sont complètement orientés par la donnée. En fait, il y a aucune... c'est pas comme si vous étiez sur PowerPoint, dans lequel en fait, vous faisiez des choses à la main. Là, c'est des machines, enfin, en l'occurrence votre browser, qui va interpréter des données que vous lui donnez et qui va vous rendre une carte des États-Unis. En l'occurrence, une visualisation de données. En l'occurrence, ici, c'est une carte des États-Unis qui est intéressante, c'est une carte du chômage par comté. Et lorsque vous faites naviguer cette carte entre les années 2000 à aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que cette carte, elle vous dit plein de trucs, et notamment qu'elle saigne. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, notamment en Californie, dans la ceinture industrielle du Nord-Est, où il y a un truc qui est hyper intéressant parce que d'un coup, vous voyez des couleurs qui émergent, et vous avez cette espèce d'interaction avec vos données que vous n'auriez pas si vous aviez, encore une fois, une forme tabulaire. Ils sont visuels également, parce que, bon, ça vous ne voyez pas en fait ce qu'il y a à l'écran, mais bon, on pourra en parler. Et puis l'idée de la visualisation de données, c'est aussi de raconter des histoires.
Je ne sais pas si vous connaissez cet artiste, mais qui est intéressante, mais l'idée c'est que quand vous créez des visualisations de données, vous essayez de raconter des histoires. Donc là, c'est une artiste en fait intéressante qui qui fait des petits graphes sur les trucs intéressants. Je ne sais pas si vous avez le temps de lire. Le temps, le prestige and money. A, c'est your internet career path. B, c'est your actual career path. Et C, c'est la différence entre what you drink, la différence entre les deux. Mais c'est ça pour dire qu'en gros, quand vous créez des visualisations de données sur D3, il y a toujours cette intention d'essayer de raconter des histoires, d'essayer d'écrire une espèce de narratif dans la donnée. Ce n'est pas simplement une visualisation de données que vous avez créée, c'est aussi quelque chose qui va impliquer votre lecteur, essayer d'introduire un chemin un peu continuel. Alors, quelques trucs assez simples sur D3, qu'est-ce que c'est? Donc c'est vraiment une librairie JavaScript qui pèse qui doit peser 500 kilooctets, qui permet de représenter des données en utilisant les standards du web. C'est un truc super important. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une librairie qui ne crée rien, à la différence de d'autres librairies, par exemple comme Processing, comme Flash, par exemple, qui créent en fait des standards de données. Ici, on va utiliser en fait tous les standards du web, donc le HTML, le SVG surtout, donc le SVG, on va en parler un petit peu après, le CSS, et donc il n'y a pas de technologie propriétaire. Un autre truc qui est intéressant, c'est que je tiens ça de la bouche du créateur de D3, donc qui s'appelle Mike Bostock, c'est que c'est une manière de penser. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez voir que D3, en fait, il y a plein de choses, il y a plein de concepts derrière, vous allez reprendre, pas forcément de la visualisation de données, mais pour se reprendre pour faire différentes choses, du code d'autres manières, etc. Donc c'est voilà, une espèce de manière de penser, quoi. Donc c'est une librairie qui a été créée en 2011, à l'issue d'un groupe qui était le Stanford Visualization Group, qui était emmené par quelqu'un qui s'appelle Jeffrey Heer. Et Jeffrey Heer avait notamment un de ses élèves qui s'appelle donc Mike Bostock, qui est le principal développeur de D3.js, qui succède à plein d'autres projets. En fait, c'est une espèce d'ultime itération de plein de trucs, de Flare, Protovis, etc., et qui a fini par devenir D3, et qui a littéralement explosé depuis son introduction, donc depuis en 2011. Bostock, il est maintenant éditeur au New York Times Graphics, enfin donc au journal du New York Times, et c'est un des départements et un des secteurs les plus intéressants en termes de visualisation de données. Je vous invite d'ailleurs à suivre sur Twitter New York Times Graphics, c'est NYT et Graphics. C'est une super ressource, enfin, il sort des trucs sur D3 qui sont absolument déments, précisément parce que le fondateur fait partie de l'équipe, quoi. Quelques références qui sont intéressantes. Le site est extrêmement bien fait, D3.js.org, vous avez là toutes les ressources, les exemples des choses qui sont intéressantes autour de D3. Un Google Group qui marche aussi assez bien dès que vous avez une question, etc. Et puis évidemment un groupe Stack Overflow qui peut être intéressant, quoi. Voilà, je vous en parlais également donc, sur l'utilisation des... Donc c'est à la fois un truc qui est intéressant au niveau journalisme, mais également beaucoup en termes de milieu industriel. Il y a une question Cora qui est intéressante, c'est quelles sont les compagnies qui utilisent D3.js en production. Il y a plein vous allez voir de boîtes en fait, qui utilisent D3 pour la partie front de leurs données. Donc généralement c'est un peu vous avez la partie back-end, Hadoop, machin, avec tous vos clusters, etc. Et puis généralement, l'ultime touche pour la partie visualisation, c'est généralement du D3. Donc c'est utilisé dans la finance, dans tout le domaine de la tech, etc. Et évidemment dans les milieux du journalisme. Je vous montre peut-être deux trucs qui sont importants, je pense, de liens que j'aime bien et qui sont un peu, genre, je trouve, importants dans ce qu'on peut faire avec D3. Le premier, ce sont deux liens du New York Times. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez. Le premier, c'est celui-là. Qui le connaît celui-là? Vous allez repartir avec plein de trucs, c'est cool. Donc ça, c'est un budget. Donc c'était le budget de Obama en 2013. Ce qui est intéressant, c'est qu'un budget, c'est quand même assez chiant comme truc en général. C'est bon, voilà, un budget, quoi. Et ça, c'est voilà, une représentation faite avec D3 du budget d'Obama, qui est fait par Sean Carter, qui est un des éditorialistes de l'équipe du New York Times. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois en fait, qu'ils abandonnaient Flash pour faire en fait, de la visualisation en fait, dans le browser, quoi. Et alors, en fait, donc le principe, c'est que vous avez en fait chaque poste dépense est représenté par une bulle. La bulle en fait a une espèce de petit tooltip en fait assez simple. Si elle est verte, c'est qu'en fait on a augmenté le budget sur ce département. Si elle est rouge, c'est qu'au contraire on l'a coupé. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir qu'en fait cette bulle, en fait il y a des petits boutons qui vous permettent en fait donc de séparer donc du coup ces différentes bulles. Donc là vous avez des mandatory et discretionary. Donc ça c'est deux types en fait de budget que vous allez avoir. Et puis je peux avoir des trucs sous un changement. Donc là ici j'ai une échelle en fait ici qui me permet de savoir de combien a été augmenté ou baissé le budget en question. Okay. Et puis je peux également l'avoir par type de département. Et donc là vous voyez que là ici j'ai tous ces différentes bulles là, qui sont comme ça. Et puis je peux revenir, et puis je peux balader, etc. Et donc du coup vous voyez qu'il y a cette espèce de système. Donc là on a représenté un budget de manière complètement différente, donc ici avec des bulles. Et puis on a créé cette espèce de narratif
dans lequel on peut avoir, donc qui est représenté ici par ces petites, par ces boutons qui sont en haut et qui du coup racontent une sorte d'histoire. L'histoire, alors après vous pouvez l'interpréter de différentes manières, mais l'histoire c'est que on augmente le healthcare dans le budget Obama en 2013, qui était un peu le truc important là-bas, que on a cuté plein d'autres choses et que voilà, et que le département qui prend la plus grosse perte, c'est par exemple la défense, etc. Donc après l'histoire, vous la racontez comme vous voulez, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une nouvelle manière de raconter cette historique du budget qui est faite de cette manière-là. Un deuxième qui est intéressant que j'aime bien, c'est un peu dans le même esprit, hein, un sujet qui a l'air hyper chiant et qui est rendu, je trouve, de manière assez intéressante, c'est comment est-ce que les taxes, comment est-ce qu'en fait les industries sont, comment est-ce que les entreprises sont taxées à travers plein d'industries. Donc en fait, vous avez exactement la même logique. Donc, vous avez des bulles. Donc ici, chaque bulle représente une entreprise qui peut avoir un tax rate plus ou moins important, donc de 0% à plus de 60%. Et vous avez le même système. Donc en fait, ici, un view par industrie qui vous permet de savoir si ça a été vu par Information Technology, Télécom, etc. Et puis vous prenez des trucs intéressants comme le fait que l'assurance est beaucoup plus taxée, par exemple, qu'en moyenne, que les utilities. Vous pouvez chercher, par exemple, ici une compagnie donc, en utilisant les mêmes trucs. Voilà, donc là vous avez Apple, donc par exemple elle est taxée à tant %, etc. Donc voilà, même système, plein de données que vous avez présentées de manière extrêmement efficace. En fait là il y a aussi plein de choses, c'est-à-dire qu'il y a une densité d'information qui est extrêmement forte, vous avez des secteurs, vous avez la possibilité d'être interactif, de rechercher, etc. Donc, voilà, donc ça c'est un excellent exemple je trouve de visualisation faite avec D3. On pourrait faire l'exercice à l'envers, il y a plein de mauvais exemples, je trouve, d'utilisation de D3. Et les mauvais exemples, généralement, ils ont tous un peu les mêmes traits communs, c'est-à-dire qu'ils sont assez bavards en termes d'animation, qu'il y a plein de trucs un peu dans tous les sens, etc. Là, je trouve que c'est des bons exemples de suffisamment technologie, c'est assez smooth, c'est assez simple, ça raconte une histoire et ça dit quelque chose qui est assez simple. Donc voilà ce que c'est que D3, et ben on va essayer de jouer un petit peu avec ça, quoi. Alors, donc pour ça, vous avez donc tous cloné le repo D3, c'est bon. Vous avez ce petit fichier zip que vous avez sur votre ordinateur, c'est cool. Est-ce que vous avez Chrome? On va utiliser Chrome. Parfait. Et on va pouvoir commencer avec un premier dossier qui s'appelle Shapes. Donc je vais le faire avec vous. Donc vous avez normalement ici, vous avez un D3 wagon donc, qui est là. OK. Et on va ouvrir cette page HTML qui contient Shapes. Alors de l'autre côté, vous pouvez aussi ouvrir votre éditeur de texte, ce qui peut être intéressant. Et vous pouvez ouvrir ce que j'ai fait là. Vous pouvez ouvrir voilà, le fichier qui est ici. Donc on va un peu naviguer. Pour l'instant, on va juste utiliser déjà le Chrome et on va déjà regarder un peu ce qu'il y a là-dedans. Donc là, en fait, ce que vous avez là-dedans, est-ce que tout le monde a ouvert? C'est bon la page HTML? Super. Alors en fait, ce que vous avez là-dedans, c'est que vous avez en fait des formes qui sont faites avec ce qu'on appelle du SVG. Okay, donc le SVG, c'est un standard du W3C qui s'appelle donc Scalable Vector Graphics, SVG. Okay. Et c'est un système en fait assez intéressant parce qu'en fait, il est supporté par tous les navigateurs modernes, c'est-à-dire en fait tout le monde sauf Internet Explorer en dessous de la version 8, comme d'hab. Et en fait, les SVG, ce sont des formes qui vont avoir des attributs qui vont être suffisamment, enfin qui vont être assez différents. Donc, on va les regarder ensemble. Donc là, je peux faire un petit clic droit et procéder à l'inspection de l'élément. Et on va regarder en fait comment ces trucs sont fichus. Alors, j'ai ma console qui est là. Donc voilà. Donc là, par exemple, là, ici, donc alors si vous regardez un peu la manière dont on a fait le doctype, donc ici, je me suis fait des petits tableaux, donc il y a un TR, puis TD, etc. Et puis là, j'ai un SVG qui a un ID qui s'appelle cercle. Ok. Qui n'arrive pas jusque-là, parce que je vais peut-être pouvoir vous aider. Ok, c'est bon? Ok, cool. Donc en fait, simplement pour vous introduire qu'il y a donc le SVG en fait il a des formes en fait qui sont prédéfinies. Donc une première forme par exemple s'appelle le cercle. Donc le cercle, vous savez qu'il se définit par un circle. Okay. Circle, il a différents attributs. Attributs comme par exemple la position X. Donc, en fait, le SVG c'est toujours par rapport au point O à gauche, enfin, en haut à gauche, et vous avez donc différents attributs par rapport à ça. Donc CX, c'est la position donc du coup sur l'ex-abscisse. CY, c'est la position Y. Okay. R, c'est le rayon. Fill, c'est la couleur. Okay. Donc ça veut dire que si je peux, ça c'est intéressant d'ailleurs. Quand vous faites du D3, c'est intéressant de savoir un peu utiliser la console JavaScript, parce que c'est un truc, en tout cas la console de l'inspection des éléments, parce que du coup ça vous permet de modifier les différents éléments. Donc, par exemple, si je veux
faire en sorte que ce cercle ne soit pas bleu mais rouge, je peux remplacer ça par red et du coup j'ai un cercle rouge. De manière, si je veux que ce cercle ne soit pas passé en taille à 50 pixels du bord, je peux le mettre à 50, je peux simplement changer les différents paramètres. Donc ça c'est un truc extrêmement intéressant quand vous naviguez et quand vous faites une visualisation, c'est qu'en fait vous pouvez en live en fait, modifier vos différents éléments pour voir comment est-ce qu'un truc se rend. C'est temporaire parce qu'en fait si je rafraîchis cette page, je reviens en fait à la position initiale parce que là mon doc a été interprété depuis donc, le fichier sur lequel j'ai configuré. Donc un cercle, ok, donc c'est assez simple, donc SVG circle. D'autres éléments, le rectangle, ok, donc, forme basique, rect, ça s'appelle rect, donc c'est pas circle, c'est rect. Ça a une position qui est définie, alors le cercle c'est CX, le rectangle c'est X et Y, ok, donc X égale 30, Y égale 100. Ça a une largeur, donc width, et puis une hauteur, et également une couleur. Okay. Par exemple, hein, c'est qu'après on peut attribuer plein d'autres éléments, la bordure, la texture, etc. J'avance un petit peu. Le texte, ok, SVG texte, donc là c'est un attribut qui s'appelle texte, dans lequel je peux rentrer du texte et puis une position. Et puis il y a ensuite des formes qui sont pour le coup complètement libres, donc avec ce qu'on appelle des paths. Et donc là ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir éditer, je ne sais pas si y a un certain d'entre vous qui utilisent Illustrator, et en fait un aller-retour intéressant c'est que vous pouvez en fait utiliser en SVG une forme et puis ensuite vous pouvez la réintégrer au sein de Détroit. Et vous utilisez pour ça en fait les coordonnées que vous avez en fait là-dedans, qui sont des coordonnées en fait de courbe de Bézier et qui permettent en fait du coup d'utiliser ces coordonnées pour faire une forme. Donc là en l'occurrence j'ai fait une étoile et cette étoile je l'ai faite en fait au sein d'Illustrator. Ça m'a généré en fait un code que j'ai ensuite copié-collé dans cette page-là. C'est intéressant parce que souvent en fait vous allez voir il y a plein d'allers-retours entre, si je prends par exemple le cas du New York Times, ils font plein de visualisations en fait sous Détroit dans lesquelles ils génèrent plein de données avec Détroit, puis en fait ils veulent faire ça sous un truc de print, et donc du coup ils prennent ce code qui a été généré là et puis ils le passent dans Illustrator et puis ensuite ils finissent leur visualisation comme ça. C'est un aller-retour qui peut être intéressant. Quoi. Ok. Donc assez simplement. Le SVG, et donc on va s'amuser en fait avec ce truc-là, ça a différentes formes qui ont différents attributs qu'il faut connaître. Vous allez utiliser les principaux qu'on a listés là, c'est en gros la position, la couleur, la taille, etc. Et puis on va essayer de s'amuser avec ça. Ok, on va ensuite passer donc, au point suivant, donc, qui est select. Donc select, ça va être celui-là. Ok, donc le dossier qui est là. Alors select, il s'appelle select01.html. Est-ce que tout le monde arrive à select 01.html? Donc en fait, un des grands trucs en fait, D3, c'est que vous avez d'un côté du SVG et puis de l'autre côté des données. Et en fait, tout le truc, ça va être d'essayer de binder, faire ce qu'on appelle du binding entre les deux. Ça va d'essayer de mapper les données que vous allez faire entrer dans D3 avec les documents HTML, enfin en l'occurrence SVG, que vous allez avoir dans votre page. Donc pour ça, il y a une espèce de technique qu'il faut arriver à maîtriser de manière assez forte. Les très bons développeurs D3 savent maîtriser ça. C'est la sélection. Donc c'est savoir sélectionner en fait, des éléments dans une page en fonction de plein d'attributs, de plein de variables que vous allez avoir. La sélection en fait, de D3, elle est tout à fait semblable à la sélection que vous pouvez avoir avec jQuery. Je ne sais pas si c'est un truc que vous pouvez utiliser. Donc en fait, on va essayer de sélectionner différents trucs. Donc c'est extrêmement semblable à jQuery, et donc on va pouvoir sélectionner par le type en fait, de forme qu'on a sur la page, la couleur, les attributs, ou différents éléments en fait, qu'on va essayer de passer dans la page. Ok, donc là, en l'occurrence, si on inspecte un peu le SVG de cette page, on a, donc de la même manière, on a donc cette fois-ci pas un seul cercle, mais on en a plein. Okay, donc circle, etc., qui ont des positions en X, en Y, etc., et puis des couleurs qui sont différentes. Okay, on pourra voir ensuite comment est-ce qu'on a généré ça. Voilà, red, blue, green, etc. J'ai à la fois des cercles, j'ai à la fois des carrés qui sont ici, okay, et puis j'ai un container ici qui contient des éléments G. On verra ensuite à quoi ce truc sert. Alors je vais prendre la console. La console, ce qui est cool, c'est qu'en fait, tu peux taper du JavaScript qui va s'exécuter en fait, et que je vais pouvoir modifier en fait ma page avec différents éléments. Donc on va essayer de s'amuser à faire 2-3 trucs. Donc par exemple, je vais sélectionner tous les cercles. Okay, donc en fait, pour ça, j'ai une méthode. Donc c'est d3.selectAll. Okay, et je vais rentrer circle. Ok. Donc j'ai 50 cercles. Okay, et j'ai réussi, et donc c'est ce que D3 me renvoie ici. Enfin, en l'occurrence, c'est ma console JavaScript. Il m'envoie les 50 cercles, donc les 50 éléments qui ont été sélectionnés par ici, en l'occurrence. Je peux faire la même chose par exemple avec des rectangles, donc non pas circle, mais par exemple rect. Okay. Okay, donc j'ai sélectionné également 50 rects. Okay. On peut commencer à faire des trucs un peu plus intéressants. Donc on peut dire, je sélectionne non pas je veux les cercles, mais je veux tous les cercles qui sont bleus. Okay.
Donc je peux faire un circle.blue, et donc .blue, en fait, je vais utiliser la classe, qui est en l'occurrence ici la classe CSS que j'ai appliquée à mes cercles. Donc, vous avez ici en fait, voilà, donc j'ai ici une classe qui s'appelle red. J'aurais pu également sélectionner tous les éléments qui ont la classe blue. Okay, donc là j'en ai 33. Alors ce qui est intéressant quand je peux sélectionner, c'est qu'ensuite je peux sélectionner et puis ensuite je peux modifier. Donc ça, je peux dire, je veux tous les trucs qui sont bleus, ok, et puis ensuite je vais les changer en jaune. Donc pour ça je vais changer l'attribut de mon SVG et je vais les foutre en jaune. Okay, donc D3.select. Donc vous voyez cette syntaxe qui est intéressante, c'est que du coup je fais un D3.selectAll. Donc là je sélectionne tous les éléments qui correspondent à un certain sélecteur. Le sélecteur en l'occurrence ici, c'est la classe CSS qui s'appelle blue. Okay, et puis je viens changer un attribut qui est en l'occurrence ici la couleur, et je change cette couleur en une couleur qui s'appelle du coup yellow. Okay, c'est pour ça que tous les éléments qui étaient bleus dans cette page sont devenus jaunes. Okay, on peut faire d'autres types de sélections. Alors si vous voulez, il y a un autre truc aussi qui est intéressant, c'est que je peux chainer des sélections. Je peux dire, je veux sélectionner tous les éléments qui appartiennent à un certain container, donc par exemple à une certaine div qui appartient à un certain ID, et puis sélectionner ensuite tous les éléments qui appartiennent à cette div. Par exemple, je peux dire un D3.select, donc par exemple ici container circle. C'est un peu compliqué ce que j'arrive à faire. Donc là ici, il a bien sélectionné mon... Et puis point select all. Et puis, par exemple, blue. Alors. Et donc là, j'ai sélectionné au sein de mon container circle, qui est en fait la div qui contient les différents cercles. Et puis j'ai ajouté une nouvelle sélection qui sélectionne que les éléments bleus au sein de mon container. Okay, voilà, alors d'autres trucs qui sont intéressants, c'est que je peux aussi sélectionner, donc voilà, si vous faites du jQuery, donc ça c'est, je peux sélectionner par exemple si je veux les bleus ou les verts, par exemple, je peux faire une virgule et du coup ça va sélectionner l'un ou l'autre. Okay, si j'associe les deux, c'est-à-dire si je colle les deux, si je veux tous les cercles qui sont bleus, ce que j'ai fait juste avant, j'ai fait circle.blue et il va me faire une intersection et donc c'est tous les cercles et qui ont la propriété bleue. Okay, si ça vous paraît un peu compliqué, il faut simplement en fait jouer un petit peu avec et au bout de 2 heures de sélection machin, vous allez comprendre un peu la logique. C'est assez simple. Un autre truc qui est intéressant aussi, c'est que je peux sélectionner par attribut. Par exemple, si je veux tous les attributs, donc si un attribut c'est n'importe quel élément que vous allez passer à votre code. Donc, par exemple ici, fill égale donc la couleur qui est ici, c'est un attribut. Donc, si par exemple je voulais sélectionner tous les éléments qui sont fill red, je pourrais écrire une syntaxe comme celle-ci. Je pourrais dire un truc comme, alors, je me plante une fois sur deux quand je le fais, fill égale red, ah voilà, comme ça, des guillemets. Voilà, donc là, fill égale red, je sélectionne tous les éléments qui ont l'attribut fill égale red. Ça peut être intéressant quand vous commencez à passer les attributs qui sont un peu custom, un peu les attributs un peu à vous, etc., et que vous voulez sélectionner les éléments par rapport à ces différents attributs. Donc ce qui est intéressant, c'est que je peux sélectionner des éléments, changer l'attribut de différents éléments, ce qu'on a fait avec la couleur. J'aurais pu changer également la position, donc voilà, de la même manière, j'aurais pu changer la position de mes cercles et les mettre tout par exemple sur le même X ou le même Y, par exemple, avec exactement la même logique. Et je peux ajouter des éléments. Okay, donc ça veut dire que par exemple, je peux dire, je vais sélectionner tous les cercles ou des éléments, et puis je vais ajouter un nouvel élément au sein de ma page. Okay, donc ce qui est différent de simplement changer un attribut de couleur. Je ne sais pas si c'est moi ça. Ouais, c'est moi. Donc pour ça en fait il y a une autre méthode qui s'appelle append. Et donc append c'est un super truc pour pouvoir ajouter des éléments dans une page. Alors je vous explique. Ici je vais par exemple, ici en fait j'ai un autre élément que je ne vous ai pas montré. Qui est en fait des éléments qui sont ici vides. Et donc je peux par exemple sélectionner tous ces éléments et je veux ajouter au sein de ces éléments un texte qui va être par exemple ici ABC. Ce que je peux faire, c'est que je peux prendre, je vais faire rapidement ici, je peux prendre en fait ma console, donc je peux faire donc je vais sélectionner en fait ce container là, donc d3.select l'id container.tab. Je vais sélectionner tous les éléments qui s'appellent G, tous les G qui sont là, tous les éléments qui sont vides, .append, et je vais ajouter du texte, un texte ABC, et il va m'ajouter un peu comme un truc un peu magique, d'un coup, tous les éléments ABC au sein de ces containers. Donc c'est ce que vous avez là. Donc c'est D3. Donc si on lit en fait cette syntaxe-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait D3.select container tab. Donc là, on sélectionne le container qu'on avait en haut à droite. .selectAll G. Donc là, je sélectionne tous les G. .append texte avec
un attribut qui est le texte, ici ABC, et du coup ça me rend ce que j'ai là-dedans. Okay, j'aurais pu sélectionner par exemple juste un cercle ou juste un carré, et j'aurais pu ajouter un élément au sein de ma page de la même manière. Alors maintenant vous allez faire des petits exercices pour vous dégourdir un peu les doigts avec ce truc-là. Le premier qui trouve 3 manières de sélectionner tous les cercles qui sont rouges. Donc 3 manières de sélectionner les cercles qui sont rouges. Je peux vous redonner si vous voulez la syntaxe qui peut être. Donc c'est, pour rappel, d3.select all. Et puis ensuite, il faut passer quelque chose là-dedans. Donc par exemple, si je fais circle, je vais sélectionner des éléments. Voilà. Donc 3 manières. Est-ce que on a déjà une? Yes, une. Tu veux peut-être la dire? Ouais, bien sûr, c'est select all et entre parenthèses, je mets circle.yellow. Parfait. Pardon. Point end. Parfait. Donc là, ici, un end. Donc là, ce qu'on fait, c'est tous les éléments qui sont circle. Et puis la classe, ici, CSS.red. Et donc l'intersection des deux, ça fait bien les cercles qui sont rouges. Est-ce que quelqu'un a une autre idée? Yes. Select all avec entre quote bracket fill égale red. Ouais. Alors, du coup, alors, si on fait ça, j'ai peur qu'on sélectionne tous les éléments qui sont red. Alors voilà, alors tu peux faire ça effectivement. Donc c'était ça hein, ce que tu disais. Alors ça du coup en fait on va avoir 34 et 34 en fait c'est la somme des cercles et des carrés qui sont rouges parce qu'en fait on sélectionne tous les éléments quand on attribue fil égal à red. Ce que tu peux faire effectivement c'est un circle fil red qui donc en chaînant les deux comme ça on prend tous les cercles qui ont l'attribut fil égal à red. Donc ça c'est effectivement une deuxième manière. Est-ce que quelqu'un a une troisième manière? Alors, le point en fait c'est pour la classe CSS. C'est pour le, tu vois, en fait c'est le secteur de la classe CSS. Tout comme le dièse est le secteur de l'ID. Dièse quelque chose, c'est vous sélectionnez l'élément qui a un ID de cette. Un troisième truc, parce qu'on peut aller assez vite. Le troisième truc par exemple, ça peut être ce qu'on a fait tout à l'heure, avec en fait une sélection au sein. Donc par exemple, on va prendre. Si vous reprenez en fait le doctype ici, là, en fait vous avez des cercles. Vous voyez qu'en fait les cercles appartiennent en fait à une div qui a un ID, enfin en un TD ici qui a un ID qui s'appelle container circle. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait sélectionner en fait ce TD, donc avec le dièse ID container circle, point select all et tous les cercles, et tous les ren. Voilà. Donc ça serait une troisième manière par exemple de sélectionner les éléments. Ok, alors un autre truc. Un deuxième exercice, ça peut être un autre truc, ça peut être sélectionner tous les cercles verts et les carrés bleus et les changer en jaune. Ok, donc on prend tous les cercles qui sont verts et les carrés bleus et on les change en jaune. Donc effectivement, bon, vous n'allez pas devenir expert de la sélection et de l'attribut en 10 minutes, mais l'idée c'est que ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser en fait un peu de la même manière. On va sélectionner, donc en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, donc on peut faire toujours ce système de select all. Okay. On va sélectionner les cercles bleus, circle par exemple, point blue, c'est un sélecteur qu'on peut prendre. Virgule, donc la virgule c'est où, pour rappel, ou les carrés qui sont verts. Ok. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, attribut, fil, qu'on va les changer en jaune. Hop. C'est ce que j'avais déjà fait, je crois. Bon. Voilà, ok? Ça vous va? Est-ce que c'est clair jusque-là? Jusque-là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que D3 repose sur du SVG, que le SVG c'est un standard du W3C qui a des formes, les cercles, les rectangles, le texte, etc. Machin. Ces formes ont des attributs, des positions, des couleurs, etc. Machin. Et que D3 c'est un truc qui permet de sélectionner ces différents éléments et de changer leurs attributs. Ok. Ici de manière statique, et puis l'idée c'est qu'on va voir comment est-ce que D3 peut faire ça de manière un peu dynamique, parce que jusque-là on ne lit pas ça avec les données. Mais si vous reliez ça en fait à l'exemple du New York Times que j'ai montré jusque-là, juste avant, avec les bubbles et le budget d'Obama, en fait vous voyez que finalement le truc c'est que des bulles, et ce que fait D3 c'est qu'en fait il va juste simplement, alors c'est hyper joli parce que les bulles changent un peu de manière organique, mais finalement il est juste en train de jouer avec ces bulles et il fait juste changer de position, de couleur, de taille, etc., etc. Ok.
Next, on va passer au suivant qui s'appelle donc à la partie data. C'est-à-dire qu'en fait, jusque-là, ce qu'on a vu, on a juste mis en fait des manières de faire entrer des données au sein de cette vue ou de changer les attributs sur un truc qui est tout à fait statique. Jusque-là, on ne fait pas rentrer de données au sein de ma visualisation. Donc là, l'idée, c'est comment est-ce que D3 fonctionne lorsqu'on fait cette sélection et cette appending avec des données qu'on va lier de l'autre côté, quoi. Voilà, donc data 01, c'est un magnifique scatterplot. Donc ce sont des petites bulles. Et on va essayer de regarder le code qui est ici. Ok, donc là on va regarder en fait un peu dans le dur comment est-ce que D3 fonctionne lorsqu'il va prendre des données pour essayer ensuite de les représenter au sein de votre page. Okay, donc jusque là on a joué un peu avec la console, on va regarder maintenant comment ça se passe de l'autre côté au sein du doctype. Donc ce qu'on a fait ici, donc premier truc, c'est que dans le head, la base head qui est ici, on a inclus la librairie JavaScript D3, okay, donc qui est ici dans source et D3JS. Okay, qui me permet du coup d'avoir accès à toutes les fonctions de D3. Dans le body, donc on déclare la partie JavaScript, et là on commence à scripter donc, du coup en JavaScript. Alors le premier truc qu'on fait, c'est qu'on montre un... En fait, il y a un tableau, donc ici qui est un tableau fixe de données, donc qui a plusieurs éléments. Donc c'est un tableau d'objets, qui est représenté ici par les côtes, et puis ensuite les petites... Et donc ce tableau d'objets, il a chaque élément a plusieurs propriétés. Donc il y a un X, vous avez ici, un Y, et puis un type, qui est ici un string qui peut prendre A, B, C quoi, ou D. Et lorsque je reviens sur ma vue, donc si j'ouvre en fait ce fichier data au sein de ma vue, qui est ici, je peux d'ailleurs, vous pouvez appeler en fait cet objet data, et donc data il est là, okay, et donc c'est un tableau comme je vous le disais d'objets, et chaque objet a un X, un Y, et puis un type qui est ici ABC. Ok, ça va? Donc tout le truc des trois, c'est qu'en fait, on va essayer de mapper ce tableau d'objets avec des éléments SVG. Okay, c'est ce qu'on a fait là, c'est qu'en fait, chaque bulle en fait, que vous avez ici est un mapping dans le DOM, donc dans votre page HTML, en SVG, de chacun des éléments que vous avez ici. La première bulle est à 10 et en Y 914, de type A, etc. etc. Okay, alors comment ça marche? Donc, mon tableau qui est ici. Alors je vais déclarer ici des variables, ça vous n'avez pas trop à vous en soucier pour l'instant, donc ça c'est des variables de marge, des différents trucs. Les scales on n'en parlera pas tout de suite, on pourra y venir un petit peu après. Alors ici qu'est-ce que je fais? Ici en fait je crée un container, donc c'est ici donc D3.select, vous vous souvenez de la sélection qu'on a vue juste là, c'est exactement le même système. D3.select, qu'est-ce que je sélectionne? Mon body, donc le body de ma page, ok. .appen, et j'appen un SVG. SVG, c'est juste la matrice qui va contenir une espèce de canevas sur lequel je vais dessiner ma visualisation. Okay, donc SVG, qui va avoir une taille, donc, un width et puis un height, okay, donc une largeur et puis une hauteur. J'attribue un autre élément, parce que c'est pas très important, mais comprenez qu'en fait ce SVG, ça va être simplement, encore une fois, donc, le tableau blanc sur lequel je vais commencer à tracer le truc. Et puis tout le truc, donc c'est vraiment ces 6 lignes de code, dans lequel en fait tout se fait, donc, tout se fait ici, dans lequel je vais faire quoi? Je vais svg.selectAll des éléments. Okay. .data, donc je vais appeler data qui est ici l'objet que j'avais juste en haut. Okay. .hunter, .appen, et ensuite je passe différents attributs. Okay. Donc c'est toute la complexité et tout le truc de D3 réside dans ces trois lignes-là, selectAll, .data, .hunter, .appen. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris en gros à comment D3 fonctionne et on va essayer de parcourir ça ensemble. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on retrouve le processus de sélection, c'est qu'en fait, on a pris mon SVG qui était ici, on a sélectionné des éléments qui en fait jusque-là n'existaient pas, donc c'est un peu le truc bizarre vous avec des trois, mais c'est qu'en fait, on sélectionne des points dots qui jusque-là n'existent pas. À ces points dots, on va en fait faire ce qu'on appelle du binding, c'est qu'en fait, on va associer à ces éléments qui n'existent pas les éléments de données qu'on a en fait dans ma page. Okay, et .hunter.appen, c'est pour chaque élément de mon objet data, tu me fais rentrer un point, okay, donc tu bookes sur l'ensemble de mon tableau ici, tu me fais rentrer un point, et chacun de ces points va avoir comme attribut les attributs que je te précise ici. Okay, donc un X, c'est X, la position X pixel par rapport en haut à gauche, qui va être représenté par cette fonction-là. Un Y, position en pixel par rapport au point en haut, qui va avoir cet attribut-là. Une couleur, qui ici est fixe, qui est style blue. Et puis un rayon qui est aussi fixe, qui a un diamètre ici, un rayon de 12 pixels. Okay, et donc c'est toute la magie des trois, c'est qu'il prend du coup un tableau d'objets, il vous le fait avec deux lignes de JavaScript qui est ici, et il vous fait rentrer des éléments dans la page, et vous avez du coup cette section qui apparaît. Donc c'est compliqué, c'est obscur, c'est normal, parce que c'est la première fois, mais c'est toute la magie de ce truc qui fait que du coup vous pouvez associer des objets avec des éléments dans une page. Alors donc ce qui est intéressant, c'est que du coup on peut en fait commencer à regarder en fait la logique de D3.
on peut faire de différents trucs. On peut par exemple, est-ce que vous connaissez la fonction console log? C'est un truc qui est super important. Console log, en fait, ça permet de printer dans la console JavaScript qu'on a vu tout à l'heure des éléments de mon code JavaScript. Donc, par exemple, je vais faire un console log. Donc ici, par exemple, si j'ai rien, par exemple, si je fais un console.log de salut, voilà, il va me le printer ici, ok? Donc du coup, et ensuite je peux printer des éléments qui sont un petit peu dynamiques. Par exemple, je peux faire un console log alors, on va essayer de passer un petit peu rapidement en fait, dans ces différents attributs qui sont en fait hyper importants. C'est ici en fait qu'un peu tout se fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le binding entre mon tableau d'objets et puis les éléments de mon DOM, ce qu'on a fait là, donc avec ma sélection et puis le fameux hunter.happen, on passe ensuite donc différents attributs. Donc, par exemple, si je veux regarder en fait comment D3 fonctionne, je peux par exemple printer, faire un console log des éléments D de ma fonction. Vous allez comprendre l'idée. C'est que ces éléments D, en fait, c'est tous les objets de mon tableau. Okay. Ce que j'ai fait ici, là, c'est qu'on va prendre donc les éléments D, et puis si je fais D.x, ici, ce sont tous les X de mon tableau. C'est ce que vous avez là. Okay. Même chose pour Y. D.y, tous les éléments qui sont dans mon tableau, et puis même chose pour D. Je crois que le troisième s'appelle type. J'ai ici voilà, toutes les lettres en fait, qui sont dans mon tableau. Okay. Donc là, qu'est-ce que je fais? C'est que je fais juste un système. Et donc, alors ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'ici, en fait, ici, il y a deux arguments en fait, dans ma fonction. Il y a le premier qui s'appelle D, et puis il y a le deuxième qui s'appelle I. D, I, je ne sais pas si vous voyez là. Et donc le I, ce qui est intéressant, c'est que en fait, c'est un truc qui est assez utile, mais ici, c'est un index, okay, donc qui va d'un compteur qui part de 0 à machin, qui est utile pour faire plein de choses au sein de vos différentes visualisations. Vous pouvez le virer, hein, c'est-à-dire que c'est pas du tout important si vous ne l'utilisez pas, pas de problème, ça marche quand même. Ok? Ça va? Alors, il y a une petite astuce ici, c'est que j'utilise ce qu'on appelle un scale. Donc le scale, on va pas l'aborder ici, mais le scale, c'est une règle de 3, hyper simple, qui permet de prendre des éléments. C'est une fonction D3 à plein de fonctions qui permet de simplifier votre vie quand vous créez des visualisations de données. Un des trucs qui est compliqué, c'est que le tableau que j'ai ici, si je vire, vous allez comprendre, si je vire cette fonction qui est là, ici, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que D3 me renvoie exactement la valeur en pixels de ce que j'ai dans mon tableau. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fait, je refais le truc, c'est que du coup, là, le D de X, là, ici, d'ailleurs on peut l'inspecter pour regarder ce que ça donne. C'est que le premier D de X, il est à 10, le second à 8, le suivant à 13, etc. Donc c'est les données que vous avez ici. Quoi. Okay. Ce qu'il faut, c'est que du coup, vous puissiez faire un mapping entre les données que vous avez dans le tableau d'objets et puis les pixels de votre page. C'est-à-dire que votre page, elle peut être beaucoup plus grande, et donc il y a une petite règle de 3 à faire qui dit, ok, donc je prends la taille totale de ma page, et puis je veux juste que le 10, en fait, ça devienne 100, parce que je veux que ce soit... Et c'est ce que fait en fait cette fonction de scale, qu'on pourra regarder si on a le temps, ici, qui en fait simplement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend ce qu'on appelle un domaine. Donc elle dit, le domaine, c'est le minimum et le maximum, en fait, si vous voulez, de votre set, ok, et elle map ce domaine avec un range, donc qui est lui en pixels, qui est ici en l'occurrence de 0 à, en gros, la taille de ma page. Quoi. Donc, par exemple, si vous voulez voir comment ça marche, si je prends par exemple le scale qui est ici x et que je lui passe 10, du coup c'est une fonction qui va m'envoyer du coup 628 pixels, okay, qui du coup positionne mon point au bon endroit. Tu vois? Donc finalement, ce que je fais là-dedans, c'est pas très compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, je prends simplement j'ai simplement cette logique-là, ce pattern-là qui en fait c'est qui est un truc hyper important en D3, mais une fois que vous l'avez intégré, je sélectionne des éléments, je bind ça avec les données de mon tableau de données, hunter.happen, et je fais rentrer dans ma page des circles qui vont avoir différents attributs, en l'occurrence ici des positions en X ou en Y. Autre truc intéressant avec les... on va revenir après avec les scales, mais avec les scales, ce qui est hyper fort avec D3, c'est qu'ils sont à la fois continus et ordinaux. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, vous pouvez faire des scales avec des couleurs. Je le montre vite fait. Ici, j'en ai une qui s'appelle color. Okay. Et color, je vais en fait faire une petite fonction rapide qui va en fait... Alors, je vais faire un function D et puis je vais return color de d.type. Okay. Donc là, j'ai une fonction. Et vous allez voir. Ah, génial. Voilà. Donc là, je n'ai pas fait gaffe. Et donc là, du coup, qu'est-ce que j'ai fait ici en fait, vous voyez qu'en fait, du coup, j'ai une espèce de couleur qui s'est mise. Donc en fait, chaque point qui a en fait un type A s'est vu coloré de la couleur bleue, et puis chaque point qui a une couleur B rouge, etc. Donc ça, c'est un scale qui du coup va juste prendre en fait des valeurs qui sont ici, des valeurs des strings, et va renvoyer en fait la même valeur au sein de ma page
ce qui est extrêmement utile quand vous faites des visualisations. Donc il y a plein de bibliothèques en fait, au sein de D3 qui permettent de faire et donc de la même manière, je peux faire des scales avec des couleurs. Par exemple, je peux faire des scales avec des couleurs qui sont en gradient. Par exemple, je ne sais pas si vous reprends l'exemple du Your Time tout à l'heure, vous avez des gradients de couleurs, donc du vert au rouge, et donc là de la même manière, je pouvais passer en fait une valeur qui était continue pour faire en sorte que ça me chope le vert au bon endroit, et puis le rouge qui était un peu plus rouge, etc. Donc ça c'est extrêmement utile quand vous jouez un petit peu avec les scales. Okay, alors les couleurs en fait, c'est cette fonction regarde, qui est ici, qui est dans le code là tu peux la voir, elle s'appelle, c'est une fonction en fait qui est au sein de D3, donc D3.scale.catégorie 10, okay, qui renvoie 10 couleurs, en plus bien foutu, en plus les couleurs répondent il y a toute une thèse qui avait été écrite sur le choix des couleurs, c'est genre pourquoi est-ce que le bleu est à côté du rouge, etc. Et voilà, donc c'est simplement un scale qui permet de renvoyer d'ailleurs tu peux le voir comme on peut le faire comme ça, hein. color de tac, il m'envoie une couleur qui est celle-ci quoi. Okay. Juste comment tu l'avais rattaché au type? Alors je l'ai fait ici, regarde. Fill, donc la couleur, return, et qu'est-ce que je fais? Color, donc il y a une fonction, et je renvoie des.type au sein de cette couleur. Ça va? Ok, petit exercice pour vous. Pourriez-vous, s'il vous plaît, mettre toutes les bulles, donc ici toutes les bulles, sur la même ligne. Donc toutes les bulles sur la même ligne. En fait l'idée c'est par exemple si on veut se dire en fait que je veux juste renvoyer, je veux mettre tous les points en fait par exemple à 200 pixels du haut. L'idée c'est que je veux juste renvoyer pour chacun de mes Y, je renvoyer en fait un nombre fixe du coup qui va juste me mettre mes points sur la ligne quoi. C'est juste ça, quoi. C'est juste l'idée d'un truc là. Ok, même truc, espacer toutes les bulles de 20 pixels. Donc là, ici, vous voyez, donc là, on a joué avec le Y, je joue avec le X de sorte que toutes les bulles soient espacées de 20 pixels. Bon, en gros, l'idée, c'est qu'on va utiliser en fait, le deuxième élément en fait, dont on parlait tout à l'heure, qui est ce fameux I, donc c'est l'index. Okay, donc l'index, c'est ce petit I qui se trimballe dans le diagramme de cette fonction. Et donc, l'idée, c'est qu'on va faire un I fois 20. Okay. Et du coup, normalement, de cette manière-là, je vais espacer mes bulles de 20 pixels. Vous voyez qu'elles sont assez rapprochées. Mais vous comprenez l'idée, c'est que du coup, d'ailleurs, je vais printer ça, pour que vous compreniez bien. C'est que du coup, I fois 20. Voilà. Ok, donc du coup, ce que fait donc le I pour rappel, c'est un index qui commence à 0, donc qui s'incrémente, 0, 1, 2, 3, machin. Donc là, je fais simplement 0, l'index fois 20 pixels, et donc du coup, il me renvoie 0, puis 20, puis 40, puis etc. C'est intéressant l'index, parce qu'en fait, vous allez voir que vous allez l'utiliser souvent si vous commencez à rentrer dans des trucs un peu advanced, etc. Ok. Attends, alors, le 20, qui est là, ici. Tu vois là, du fond, ça va? Ouais. Return I fois 20. Ok, on essaie de passer à la suite. On n'aura pas le temps de tout courir malheureusement, mais je sens que vous arrivez à bien intégrer tous ces différents concepts. Et c'est cool parce qu'on avance. Donc on répète, donc D3 c'est basé sur le SVG. Le SVG c'est des éléments du W3C. À la fin vous allez en avoir marre. Et donc ces éléments, ils ont des attributs, donc le X, le Y, la couleur, etc. D3 c'est un système qui permet de sélectionner ces éléments et de mapper ces éléments SVG avec des données, ok. Ici en l'occurrence des objets, enfin des tableaux de données que vous allez ensuite binder avec des éléments SVG et jouer avec les différentes couleurs, les fils, les positions, etc. pour représenter quelque chose. Okay. Alors là où ça devient compliqué, et je ne sais pas si je vais réussir à bien vous l'expliquer, c'est quand en fait vous avez non plus un seul truc statique à représenter, mais quand vous avez un espèce de mouvement dans votre visualisation qui fait que vous allez avoir des éléments qui vont arriver, donc qui vont devoir rentrer dans la visualisation, des éléments qui doivent s'updater et des éléments qu'il faut supprimer. Si on reprend l'exemple du New York Times tout à l'heure avec le budget, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment quand on a cliqué sur, je ne sais pas si je l'ai d'ailleurs, il est là, à un moment, en fait on avait cette espèce de bulles, et puis en fait ces bulles, elles sortent de l'écran, tac, pour laisser place à d'autres bulles, qui sont, enfin non, même pas en fait. En fait, ce sont les bulles du budget discrétionnaire qui est ici, qui opèrent une espèce de translation et les autres sont supprimés de l'écran. Okay. C'est intéressant parce que finalement les visualisations, étant donné que vous êtes dans un truc qui est interactif et que vous allez essayer de raconter des histoires, il y a toujours ce mouvement un peu perpétuel de choses qui vont rentrer dans l'écran, puis qui vont s'updater, puis d'autres qui vont être supprimées. Et donc là, il y a un pattern
au sein de D3, et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on avait écrit ce petit tout à l'heure, qui est ce fameux Hunter Update Exit, qui correspond aux éléments que vous allez vouloir faire rentrer dans votre page, aux éléments que vous allez vouloir updater, et aux éléments que vous allez vouloir supprimer en fonction de vos data et de ce que vous avez envie de voir raconter. Ce qui est important, c'est que la motivation derrière, c'est que vous travaillez avec votre navigateur web et que par essence, c'est un truc qui n'a pas beaucoup de mémoire. Et donc l'idée, c'est qu'il faut, si vous avez plein de points à représenter, l'idée, c'est que vous soyez le plus économe possible avec la mémoire vive que vous avez de votre ordinateur pour essayer de faire en sorte de updater que ce qui doit être updaté, de supprimer ce qui doit l'être et de ne pas avoir un truc superflu. Versus faire un système un peu table rase, comme vous pouvez le faire avec du processing ou du flash, dans lequel en fait, vous avez un élément qui doit changer, on supprime tout, puis hop, on remet une espèce de nouvelle cache et on fait enter tout le système. Là, D3 a un système un peu plus smart, qui va essayer de regarder uniquement les éléments qui doivent être updatés, ceux qui doivent être supprimés, et faire entrer uniquement les nouveaux. Okay. Alors pour ça, en fait, j'aurais bien aimé vous faire un petit schéma. Ok, data 2 qui est là. Ok, on a fait un truc. Alors, il est possible que vous ne compreniez pas tout de suite, mais c'est pas grave. Vous allez juste comprendre l'idée. Alors là, j'ai un tableau de données qui a trois éléments. Le wagon est en marche, et le wagon est en marche, ne le ratez pas. Okay, j'ai appliqué une fonction, qui est la fonction split, qui du coup va faire que je vais avoir un tableau qui va être là. Attendez. D'objet qui s'appelle du coup data, avec du coup des éléments, donc le wagon est en marche, ne le ratez pas. Okay, vous voyez que chacun des objets ici a plus ou moins d'éléments, donc 8, 22, 40. Okay. L'idée c'est qu'on va essayer de jouer un petit peu avec ça pour voir comment est-ce que les trois se débrouillent quand on passe de 8 éléments à 22, à 40, quand on revient de 40 à 22, etc. etc. Pour ça, donc j'ai créé une petite fonction qui s'appelle update, qui est ici. Et lorsque je passe en fait à update un paramètre compris entre 0, 1 ou 2, il va aller me prendre le data update, enfin le data qui correspond à la position que j'ai là. Donc par exemple, si je fais update de 0, il va me prendre le wagon, le update de 1, il va me prendre le wagon est en marche, update de 2, il va me prendre le wagon est en marche, ne le ratez pas. Okay. Je vais créer un text update. Donc là, le text update, ce qu'il va faire, c'est qu'il va binder, vous vous rappelez, donc la sélection de mes éléments. Il va binder la sélection de mes éléments, en l'occurrence du texte, avec l'objet data que j'ai ici, donc soit le wagon est en marche, soit le wagon est en marche, ne le ratez pas. Okay. Et ensuite, il va faire un truc qui va updater, donc il va actualiser les éléments, donc il va prendre text update et il va actualiser ces différents éléments en lui appliquant une classe qui va s'appeler update, que je définis en haut, qui sera rempli, je crois, en gris. Il va faire un autre truc, il va faire un text.update.hunter.append text, et il va passer différents éléments que je vais foutre avec une classe qui s'appelle new. Okay. Classe new, elle est définie en haut, et je crois qu'elle est en bleu, ouais, en style blue, qui est ici. Et text.update.exit, entre parenthèses, point attribut, classe remove. Et donc remove, je crois que de mémoire, elle est en rouge. Yes, red. Okay. Donc en fait, c'est une fonction qui va jouer avec ce fameux pattern de update, enter et exit, qui sont les trois éléments différents que vous pouvez avoir au sein de Visualization. C'est pas clair pour le moment, mais ça va le devenir. Donc, alors, vous allez comprendre. Donc là, je vais faire. Donc on a une feuille blanche. C'est très simple. Je vais faire update de 0. Tac, le wagon. Okay. Tous les éléments sont bleus. Pourquoi est-ce que tous les éléments sont bleus? Parce qu'en fait, tous les éléments en fait, sont nouveaux. En fait, il n'y avait aucun élément qui existait jusque-là, aucun élément de texte. Et donc tous les éléments se sont vus attribuer la classe qui s'appelle donc new, qui est une classe. On peut le vérifier comme ça. Inspecter l'élément. Tous les éléments ont la classe qui s'appelle donc new, okay, et ils sont donc bleus. Ça va? Cool. Maintenant, update de 1. Donc là, on passe de la data qu'on avait, le wagon, à le wagon est en marche. Qu'est-ce qui se passe? Le wagon, qui était en fait les éléments qui étaient dans la page, sont transformés ici en gris. Okay. Ils ont maintenant la classe qui s'appelle le update. Et il a rajouté, il a compris que est en marche sont des nouveaux éléments au sein de ma vue, qui se sont donc vus attribuer la classe new, et qui sont donc bleus. Okay. Ok, maintenant si on revient à update de 0, je reviens un coin en arrière, tac, le wagon est en marche devient rouge, okay, parce que ce sont des éléments qui doivent être supprimés. Okay, et le wagon reste toujours gris parce que c'est une classe que je vais juste updater. Et d'ailleurs, le pattern que vous allez souvent avoir, c'est qu'au lieu d'avoir une classe ici, parce que finalement des éléments en fait, qui doivent être supprimés de la vue, en fait ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce qu'on appelle un remove. Je vais juste simplement appliquer une fonction qui va supprimer les éléments de la page. Ouais, donc ça vous l'avez tout le temps quand vous regardez un peu de code D3. Et du coup, si je fais, donc je reviens, update de 0, update de 1, donc là j'ai le wagon est en marche. Maintenant, je veux supprimer les éléments qui sont excédentaires dans ma vue. Si je veux revenir à le wagon, ici je fais, update de 0, tac, il a supprimé les éléments qui sont en marche.
Ok? Vous avez compris l'idée? C'est que du coup, en fait, il y a ce système qui fait qu'à chaque moment, D3 essaie de foutre dans une mémoire temporaire les éléments qui doivent rentrer dans la page, qui sont nouveaux, ou les éléments qui sont à supprimer, et du coup, je peux supprimer. Et ces éléments sont compris dans ma sélection avec ces fameux hunter que j'ai ici. Là, .hunter, ce sont les nouveaux éléments que je dois faire rentrer dans la page, et .exit, ce sont les éléments que je dois supprimer de ma page. Ok? Donc tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le cas qu'on avait juste avant, c'est en fait c'est un cas particulier. C'est en fait le cas qu'on avait ici, c'était j'ai fait un select all et j'ai fait un .hunter.happen précisément parce que je n'avais pas d'éléments dans ma page précédente. Donc j'ai sélectionné des éléments qui s'appellent .dot qui en fait n'existaient pas pour faire pour introduire en fait des éléments dans ma page. Mais c'est un cas particulier, j'allais dire, du cas où en fait vous pouvez également avoir des éléments dans la page que vous voulez ensuite updater. C'est clair, c'est le plus compliqué dans D3, donc si vous êtes un peu fuzzy machin, c'est pas grave. Voilà. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris, donc c'est pas mal quand même en 2 heures. Voilà. Hunter, update, exit, et vous avez à peu près tout compris sur la mécanique de ce D3 quoi. Donc on est là. Donc ici, donc, vous voyez D3.csv, ok, donc là je donne le chemin du fichier que je vais aller lire. Je vais signer le fichier CSV qui s'appelle ICFR. Une fonction, et je vais passer dans cette fonction les éléments que je veux afficher. Donc, par exemple, on va faire un petit console log de cette tribu ici qui s'appelle CSV pour aller voir ce qu'il y a dedans. Donc console.log. Et je vais aller printer ce qu'il y a dans CSV. Je vais virer ça. Ça ne nous intéresse pas pour le moment. Ok, donc si vous faites ça, normalement, vous avez un tableau d'objets, okay, qui est représenté ici comme ça. Et quand vous l'inspectez, vous voyez qu'en fait chaque objet est un lycée. Lycée Henri IV, lycée machin, qui a donc ses effectifs, sa taille, le type de lycée, etc. Vous voyez un autre truc, c'est que tout est entre côtes. Donc en fait, tout est interprété comme du texte. Okay, c'est emmerdant quand vous faites de la visualisation de données, parce que précisément vous voulez des données. Et donc il faudra appliquer une petite fonction qui est ce qu'on appelle le parse float, qui permet de transformer du texte en un truc numérique qui peut être interprété ensuite en JavaScript. Alors pourquoi je vous montre tout ça? Je vous montre tout ça parce qu'en fait D3 a tout un tas de choses, de fonctions, qui vous permettent de travailler avec de la donnée. Okay, donc c'est-à-dire qu'en fait, vous allez voir que rapidement, en fait, un set de données en fait, de CSV tout plat, en fait, c'est jamais intéressant. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous fassiez des choses par catégorie. Donc, je reprends encore l'exemple qu'on avait juste avant sur Obama. En fait, vous avez des catégories, c'est-à-dire que vous avez des budgets, la défense, les dépenses militaires, les dépenses de healthcare, les dépenses, etc. Et puis, pour ces trucs-là, vous pouvez peut-être appliquer des couleurs ou des choses, ou calculer des choses en fait, par ces différentes catégories. Vous voulez peut-être faire des sommes, des moyennes, des trucs. Enfin, il y a un tas de choses que vous voulez faire au sein de votre navigateur qui peuvent être réalisées par D3. Donc, il y a différents exemples. Donc, en fait, il y a tout un tas de fonctions. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est juste pour montrer un peu comment ça fonctionne. Là, vous avez par exemple une fonction qui s'appelle D3.max, qui va en fait parcourir un tableau qui est en l'occurrence ici donc mon CSV, et va essayer de me renvoyer la valeur maximum de l'effectif que j'ai derrière. Donc D3.max, je lui passe donc du coup mon CSV, une fonction derrière, donc exactement le même type de fonction qu'on avait tout à l'heure dans les attributs, ce qu'on appelle assessor. Et dans cette fonction, return, parse float, parce que je dois transformer cette donnée string que j'ai dans mon fichier texte, des points effectifs, et du coup il va me renvoyer, si je le print, ici, console.log, max effectif 2 points et le max effectif que j'ai là, il va me renvoyer la valeur maximale effective qui est 672. Ok. De la même manière, je peux faire un min effectif, des 3 points min CSV fonctionne et puis je retourne par slot d'effectif. Et de la même manière, il va me printer le minimum. Ok, le minimum c'est 20. Ok. Ok. Alors, normalement, vous avez le même code que moi. Dans transition, est-ce que je suis en transition? Yes. Alors, donc voilà, donc on y revient. Donc j'appelle ma librairie JavaScript D3, du CSS, un bouton, ClickMe, okay, qui a un ID qui s'appelle ClickMe. Okay. Et puis donc différents trucs, des marges, des machins, un container, okay, donc SVG, donc là vous avez compris l'idée, des 3.select, section mon body, append SVG, une hauteur, une largeur, un G, etc. Ok. La même logique que ce qu'on avait tout à l'heure, un D3.csv qui va aller lire mon fichier lycfr, ok, ça va. Qu'est-ce que je fais avec ça? En fait, je vais faire une petite boucle, donc ça c'est tout con, c'est juste en fait que mon parse float pour aller transformer ma donnée de string en donnée de nombre.
Je la fais en fait comme ça. C'est comme ça que je te disais, César, que du coup tu peux le faire. Où je mets donc un X, un Y, un nom, un type, une ville et puis un index. Des scales, X, Y, R. Donc là, X, bon, enfin, on va pas y revenir, des 3 extend, ça permet en fait de savoir quel est le minimum, le maximum dans une sphère donnée, donc ça c'est un petit type, c'est pas tellement intéressant. Et donc les scales, ok, donc X, Y, une couleur. Des axes, on va pas revenir sur les axes, pas pour le moment. Ok, et là je construis mon scatterplot avec exactement la même logique que ce qu'on avait tout à l'heure. svg.select mes dots, data.data, hunter.happen, svg.circle. Ok, donc là je fais entrer mes différents circles, les différents attributs. Donc là je fais un x, y, j'attribue un nom, un rayon, une couleur, etc. Ça va? Cool. Donc là on est dans cette visualisation, et cette visualisation en fait elle est statique, c'est-à-dire en fait j'ai juste un truc qui permet, et donc j'ai en fait chaque lycée qui en fait représente ici son effectif sur l'axe des abscisses. Donc là j'ai un lycée qui est assez peuplé, et des effectifs qui sont, et le taux de réussite au bac qui est ici en ordonnée. Okay. Alors la fonction transition, donc en fait la transition, l'idée c'est que ça permet en fait de, alors si par exemple je voulais prendre, donc on va revenir sur le, si je voulais faire en sorte que tous les cercles, donc si je veux faire des 3, donc je veux que tous les cercles changent de position. Donc ça vous l'avez déjà vu tout à l'heure. Donc je veux circle et je veux faire en sorte que tous les cercles changent de position pour prendre la position, par exemple en x, donc cx, prendre la position par exemple 300, ce qu'on a fait tout à l'heure. En fait, tous les cercles se mettent à la position 300, mais ils se le mettent avec un truc qui est assez rapide, quoi. Donc, ce qu'on voudrait, c'est un peu comme dans l'exemple qu'on a vu tout à l'heure dans New York Times, faire une espèce de truc un peu lent, avec un truc assez sexy, et donc je passe d'un état à un autre avec du coup une transition. Donc c'est ce que vous faites avec du coup la fonction transition. Et donc, si on regarde comment ça marche, je peux faire en fait un D3, au lieu de faire ce truc un peu, je vais dire, bourrin, c'est que je peux faire un D3.selectAll.circle. Donc, ici, je sectionne mes différents cercles. Et puis, je peux appliquer une transition, donc point transition. Ok, ici. Ok. Je peux lui donner une duration, enfin une durée, pardon, duration, putain. Où on en est du franglais. Duration, par exemple, de 1000, une durée de 1000, et un attribut. Ok. Et donc là, vous voyez que hop, ça met en fait un espèce de truc un peu plus fluide, et donc c'est rigolo. Il y a des types de transitions de l'année, genre des devises. De quoi? Parce que déjà dans la Oui, complètement. Tu as du easing, tu peux faire un truc. Alors il y a plein de papiers de Bostock sur. Tu avais des transitions, en fait, le truc il accélère au début, puis après il s'arrête. Enfin, il y a des mecs qui ont réfléchi des années là-dessus. Ouais, mais tout ça pour dire qu'il y a plein de transitions. De la même manière qu'il y a des scales avec des couleurs, tu as plein de librairies de transitions qui existent. Complètement, ouais. D'ailleurs, sur l'exemple que tu avais dans le truc de New York Times, tu as en fait cette espèce de transition qui est un peu, je sais pas comment dire, un peu organique là. Tu vois le système, en fait, les bulles, elles bougent un peu comme ça. Voilà, donc de la même manière, je peux faire un truc. Donc en fait, je veux par exemple toutes mes bulles bougent avec une fonction, par exemple. Donc je peux faire en fait une fonction qui va me retourner un random. Ok. Par exemple x10 ou même x100. Donc du coup, merde, qu'est-ce que j'ai foutu? Ouais, j'ai oublié ça. Tac, tac. Hop, et donc là, du coup, j'ai toutes mes bulles qui bougent. Je peux me faire un 1000. J'ai toutes mes bulles qui bougent avec un truc de manière complètement random là-dessus. Okay. Alors évidemment, je peux faire avec l'ensemble de mes différents paramètres. Si par exemple, je veux en fait que ce soit pas le CX, mais ce soit par exemple le rayon, je peux faire exactement la même logique. Donc je peux faire un mat random et donc je peux renvoyer ici par x10. Donc là, ça va être un peu. Donc là, toutes mes bulles changent d'un coup de taille en fonction du rayon parce que du coup, je génère un nouveau rayon. Et donc j'ai toujours cette duration donc, du coup, qui est ici, qui est à 1000. Alors, il y a plein d'autres paramètres. Du coup, je peux faire à la fois de la durée, mais également un délai, par exemple. Si je veux en fait que la transition, elle commence que 5 secondes après quelque chose. Donc, voilà, je ne rentre pas dans les détails. Donc, je peux faire des transitions sur en fait l'ensemble des attributs SVG que vous voulez utiliser. Ça, en gros, donc une fois la position, la couleur. Complètement. Tu pourrais en fait chainer des transitions à la suite. On ne le regarde pas ici, mais en gros, l'idée, ouais, tu peux complètement dire je veux d'abord que mon truc, je pourrais dire que d'abord mes bulles, en fait, je veux qu'elles grossissent, et puis ensuite qu'elles se déplacent, et puis qu'elles fassent un espèce de système. Ouais. Donc, en fait, tu fais un call à la fin, et tu appelles en fait une nouvelle transition à la suite, quoi. Vous voyez l'idée, donc voilà, pareil sur les couleurs, pareil sur les tailles, les positions, etc. Alors,
un autre truc aussi qui est intéressant, c'est que du coup, vous pouvez déclencher en fait des transitions à l'action de l'utilisateur. En fait, c'était ce qu'on a vu en fait dans l'exemple du New York Times, c'est que lorsqu'on cliquait sur un bouton, du coup, il y a une transition qui faisait que par exemple les bulles bougeaient d'un autre état, et donc au lieu de partir en fait de l'état central, bah, du coup, elles se mettaient sur une position particulière qu'on avait calculée en amont, quoi. Donc là, par exemple, on a en fait une fonction, on a un objet, enfin, un petit bouton qui s'appelle donc click-me, et donc on peut par exemple faire ici un système dans lequel en fait je vais dans ces transitions. Donc par exemple, donc ici j'ai une fonction qui s'appelle transition. Et donc par exemple cette fonction transition, je peux lui dire, alors attendez, on va faire un function. Transition. Et donc là par exemple je veux que, donc là juste pour vérifier que ça marche bien, hop. Est-ce que je dis toujours comment? Donc là, tac. Ok. Donc là j'ai simplement créé une petite fonction qui s'appelle une transition. Ok. Et lorsque je clique sur un bouton qui est ici, bah, du coup, je console log quelque chose. Donc de la même manière, je peux en fait utiliser cette petite fonction pour faire en sorte que, en fait, exactement la même syntaxe que ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que je veux que je veux sélectionner tous les cercles et je veux que tous les cercles ils aient un nouveau rayon. Ok. Donc bah, je peux faire exactement ce même système. Ça, du coup, je vais copy-paste ici. Donc du coup mes différents trucs ici, je vais l'indenter comme ça sera peut-être plus simple. Donc là, lorsque je vais cliquer sur le bouton, il va me prendre tous mes cercles, les sectionner, il va m'appliquer une transition, et puis il va transformer ces cercles avec un rayon de 10. Donc c'est là, ce que vous avez là. Du coup, hop, vous avez le même système. Donc au lieu de le faire avec dans la console, je le fais comme ça. Ok. Donc maintenant à vous, trouvez-moi un moyen pour faire en sorte que lorsque je passe au moveSover, donc lorsque je passe en fait sur chacune des bulles, okay, chaque bulle grossisse et se mette à un rayon de 10 pixels. Ok. Donc à chaque fois que l'utilisateur passe sur une petite bulle, hop, la bulle grossit et prend 10 pixels. Tac. Peut-être on peut le faire ensemble comme ça c'est peut-être. Alors attendez, je vais juste finir mon. Enfin, ou peut-être que quelqu'un a trouvé et qui en fait il veut peut-être se. Bon, déjà je vous montre quelques trucs un peu qui sont clairs. Attendez, je vais juste. Cookie time. Donc en fait le premier truc qu'il faut faire, c'est essayer en fait de créer un. Attendez, tac. Ok. En fait, le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va créer en fait un event listener en fait qui va écouter à chaque fois que l'utilisateur passe sur une des bulles qu'on a dans le schéma. Donc là, en fait, ce que je peux faire, c'est que je fais un on, ok, et je passe l'attribut mouseover. C'est comme en JavaScript classique, et j'ai passé une petite fonction qui va me dire console.log et mouseover. Okay, donc à chaque fois que je vais passer sur une bulle, je me print mouseover. Ok. C'est ce qu'on va voir là. C'est la console. Pardon. Tac. Et donc là, vous voyez qu'à chaque fois que je passe sur une bulle, j'ai un mouseover qui est dans ma console. Okay. Alors je peux faire un autre truc. C'est qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que je veux que la bulle sur laquelle je suis en train de passer change de taille. Okay, donc pour ça, je dois sélectionner l'élément en question. Pour ça, il y a une fonction qui est intéressante, qui est en fait un sélecteur un peu particulier, qui est le d3.select10. Comme ça. Yes, tac. Et donc ça, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça sélectionne l'élément qui est dans le contexte en question, et donc du coup je peux en fait avec ça, alors d'ailleurs je peux le printer. Et donc ce D3.select10, il va sélectionner l'élément sur lequel je suis. Vous allez voir. Tac, celui-là, il me sélectionne et du coup là j'ai bien un cercle qui, lorsque je regarde dans la donnée, s'appelle le lycée Robert Doisneau et est à Versailles. Et lorsque je print celui-ci, ben, c'est un autre qui est, je peux vous dire, le lycée Henri Sellier qui est à Créteil. Okay, alors bah, du coup, en fait, ben, là, ça vient, là, vous connaissez, hein, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait ça, ben, je peux faire un d3.select10 et je peux changer en fait l'attribut
ici, là, point attribut. Et je peux dire, en fait, maintenant, je veux que ce rayon, tac, il passe à 10. Ok, et donc du coup, lorsque je recharge ma page, j'ai bien, tac, ce petit effet, où du coup, chaque bulle change de taille. C'est assez amusant. Et donc, je peux faire en fait la même chose en disant, mais en fait, je veux que chaque... Lorsque je mouse over, en fait, du coup, elle passe à 10, et lorsque je mouse out, je veux qu'elle repasse à 5, pour que du coup, il n'y ait pas cet effet... Là, je peux faire mouse out, ok, R, je vais passer à 5. Donc là, lorsque je recharge ça, et bah, du coup, j'ai ce système qui fait qu'en gros, genre, hop, il y a ce petit truc, et voilà. Et là, dès que je m'en vais, la bulle revient à son état initial. Ça va? Alors un autre truc, maintenant on va faire un truc, c'est je veux que lorsque je clique sur le bouton Click Me, hein, qui est en bas à gauche, je veux que chaque bulle prenne la taille de son effectif. Ok? Je clique et je veux que chaque bulle prenne la taille de son effectif. Et j'aimerais bien une petite transition qui dure 2 secondes. Voilà. Je clique sur le bouton et chaque bulle prend la taille de son effectif. Vous pourrez d'ailleurs utiliser la fonction, le scale qui est là, qui est R, qui est ici, qui d'ailleurs voilà, qui utilise en fait déjà l'effectif et vous permet de voilà, facilement vous fait le scale pour le rayon, quoi. Okay. Je sais pas si je suis clair. En fait, vous allez pouvoir utiliser R de la même manière que vous utilisez en fait ici X, qui était le scale qu'on avait vu tout à l'heure. Donc R, et puis vous passez ensuite votre paramètre pour avoir le rayon à la bonne taille. En fait, c'est exactement pareil que ça, sauf qu'en fait, au lieu de renvoyer en fait un random dans le rayon, en fait, je vais renvoyer et ben en fait une fonction donc assesseur qui va me renvoyer donc return et on va faire donc du coup R qui est donc mon scale .d.x qui est du coup bien mon effectif. Okay. Et donc là, lorsque je change ma page, lorsque je clique, alors attendez, j'ai bien une transition, ouais, on voulait 2 secondes, donc du coup 2 secondes, 500 millisecondes, donc du coup je mets 2000, j'ai mis 200, 2000. Ok. Lorsque je recharge et que je clique, du coup normalement j'ai bien chaque bulle, putain, qui du coup voilà, prend la taille de son effectif. Donc, du coup évidemment, bon, c'est un peu redondant parce que du coup j'ai les tailles, j'ai évidemment l'effectif qui est à droite, mais donc, du coup j'ai bien un escalier comme ça. Si vous voulez que je vous le refasse, c'est quand même très joli. Voilà, avec cette espèce de progression comme ça de choses. Propagation, oui, tu as raison, c'est une propagation. Un autre truc, voilà, enfin, après c'est infini, quoi. Après, une fois que vous avez compris ça, vous pouvez vous amuser à faire plein de trucs. Je vous en montre une autre en fait, qui est intéressante. Je clique sur le bouton ennemi et je veux que les lycées parisiens. Okay. Donc, je clique et je veux que les lycées qui appartiennent à Paris. Je vous la fais rapide, parce que je pense qu'on va pas avoir le temps. Donc en fait, pareil, en fait, là on va avoir le même système 3.select all circle. En fait, je sais pas pourquoi je l'ai foutu là, parce qu'en fait, ça n'a aucun rapport avec une transition, donc c'est pas grave. Filter, ok, et donc la fonction D. Donc le filter, en fait, c'est intéressant parce que du coup, ça permet en fait, de filtrer justement un set de données. Return D.ville. Alors du coup, différent de Paris. C'est un truc comme ça. Et là, on va faire un attribut style et on va lui dire display none. Donc style. Donc ça, c'est vraiment du CSS, quoi. Et du coup, display .none, point virgule. Alors, toutes les chances que je me sois planté, mais on va voir. Non, voilà. Donc là vous avez que les lycées parisiens. Okay. Donc voilà. Donc après, vous pouvez commencer à imaginer plein de trucs. On pourrait se dire, donc c'est là où on rentre dans le truc de la constitution de la visualisation de données. Peut-être qu'en fait, suivant ce que vous voulez montrer, si vous voulez montrer qu'en fait, genre les lycées des dom-toms, ce qui est le cas d'ailleurs, ont un taux de réussite au bac qui est inférieur à je sais pas quoi, et ben peut-être qu'en fait, vous pourriez avoir une petite case qui va aller filtrer sur les lycées qui appartiennent au lycée dom-tom, cliquez, et peut-être que ça va juste montrer du coup la visualisation de données. Peut-être qu'en fait vous voulez revenir en arrière, donc peut-être que là on peut utiliser par exemple le hunter update et exit pour dire qu'en fait bah non, en fait je veux toutes mes données qui reviennent dans mon set. Voilà. Vous pouvez ensuite mettre tout ça un peu bout à bout. Et alors d'ailleurs, parce qu'on va finir d'ailleurs là-dessus, je vous donne en fait un exemple, on va le parcourir vraiment pour finir. Donc c'est All Together Now. Et donc là c'est un peu une espèce de synthèse de tout ce qu'on s'est dit là. Donc là, vous avez en fait dans la bibliothèque d'exemple, vous avez un All Together Now, donc qui est là.
Et alors si on regarde ce qu'il y a dedans, donc c'est une visualisation. Donc en fait, vous avez en fait, chaque point en fait est un lycée. Okay. Chaque lycée appartient à un carré qui est en fait l'académie, Aix-Marseille, etc. Machin. Vous avez là, vous voyez pas très bien, mais en fait vous avez en fait deux petits traits. Je pourrais changer d'ailleurs la couleur. Deux petits traits qui représentent en fait la moyenne de ma réussite au bac et de mon effectif au sein du coup de ces lycées. Et lorsque je mouse over sur ce point, et bien du coup, j'ajoute en fait en haut un texte qui du coup me détaille ce sur quoi je suis en train de visualiser. Donc, par exemple ici, le lycée Tour-Sainte à Marseille, voilà, il a un succès qui est pas ouf. Et du coup, je peux voir d'autres trucs, comme par exemple le fait que, ce que j'ai dit tout à l'heure, voilà, des trucs intéressants sur la réussite de différentes... on voit pas très bien parce que là, il y a un truc de lumière. Mais vous voyez l'idée quoi. Donc si on essaie de regarder un peu ce qu'il y a derrière dans le code, parce que c'est intéressant parce qu'on a un peu de toutes les briques derrière. Voilà, on va laisser vite. J'appelle toujours ma librairie, du CSS, une petite table pour le texte que j'ai en haut. Ok, donc là on rentre dans le dur. Donc mes marges, voilà, différentes variables qui sont assez standards. Mon SVG, donc on va rappeler toujours le même truc, la matrice, le canevas, donc des 3 points avec body et append de mon SVG. Mon CSV, donc là je vais aller lire mon truc lycée FR. Ok. Mon premier nest, donc là un nest en fait qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller nester par ville, ok, mon set. Il va faire, et on va utiliser ce qu'on appelle un sort keys qui permet en fait de classer en fait par ordre alphabétique, c'est pour ça que ça commençait par Aix-Marseille. Voilà. Et je crée avec donc, des entries qui me permettent d'avoir un tableau. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va calculer la moyenne, c'est pour ça qu'on ne l'a pas fait tout à l'heure parce qu'en fait, était ici. On va calculer en fait la moyenne par académie en utilisant la fonction nest et ce qu'on appelle le rollup. Donc le rollup, c'est la fameuse fonction que je vous avais expliqué tout à l'heure qui permet en fait de passer une fonction à chaque branche de votre nesting. Okay. Donc là, le rollup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va renvoyer en fait un objet dans lequel j'ai l'effectif et le succès, avec à chaque fois la moyenne. Donc là, du coup, j'aurai pour chaque académie, j'aurai la moyenne de l'effectif et la moyenne du succès. Je crée mes scales. Donc, mes scales, c'est voilà, donc on n'a pas eu le temps d'en parler aujourd'hui, mais bon, je vous invite à regarder comment ça marche. Je crée un container par ville. Donc là, comment ça marche? Je fais un svg.selectAll g, data, et je vais renvoyer data. Data qui ici est mon nest. Okay, donc ça veut dire, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? En fait, je suis en train de créer un élément G, donc un container par académie. C'est ce que vous avez là. Si on regarde un peu dans le code, en fait, il est foutu de telle manière que vous avez, voilà, ici en fait, j'ai un G qui représente Aix-Marseille, un autre qui est Amiens, un autre qui est Besançon, un autre qui est Bordeaux, etc. Et ça, je peux le faire parce que j'ai nesté mes différents éléments ici par académie, et je me sers de ce nest pour pouvoir ajouter un G à chaque académie. Okay. Une fois que j'ai fait ça, eh ben, je peux faire g.happen, rect, donc du coup je vais ajouter un rectangle qui va avoir voilà, un x, un y, et puis un texte qui sera donc du coup en bas. Voilà. Et au sein de ces g, vous voyez le truc, c'est que vous voyez un peu le truc, c'est que du coup j'ai créé mes carrés qui sont en haut, et au sein de ces g, au sein de chacun de ces g, je vais faire un g.selectAll, donc je vais sélectionner au sein de ces carrés des circles, et donc là exactement le même process qu'on avait tout à l'heure. Data, alors là je lui passe en fait, là, je vais retourner au sein de chacun de ces G les valeurs qui ont été nestées au sein de ces différentes données. Donc là, du coup, je vais avoir les cercles, donc c'est ce qu'on a là. Donc là, je suis dans le carré Aix-Marseille et je vais aller chercher, donc je vais aller binder en fait les données de Aix-Marseille à chacun des différents points. Une petite fonction onMouseOver qui est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure, qui permet en fait d'écrire en haut là dans ma table. Là, j'ajoute mes lignes, donc du coup, ligne de moyenne pour l'effectif et pour le machin. J'évite. Et puis différentes fonctions qui permettent d'ajouter le title et de remove le title. Et voilà. Et vous avez créé une utilisation. C'est pas niveau New York Times, mais c'est pas mal quoi. Et vous avez tous les moyens pour la créer avec ce que vous avez appris normalement aujourd'hui. Voilà.